Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le camp Cheikh Ousmane a accueilli ce matin une importante cérémonie de fin de formation dirigée par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Et au Nigeria, 125 membres du Boko Haram condamnés pour terrorisme. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. C'est sous le regard attentif des officiels djiboutiens et des passionnés de sport que s'est déroulée la rencontre marquante des Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, Aden Alexandre Hussein, l'étoile montante du judo djiboutien, s'est incliné face au Bulgare Mark Ristov lors d'un affrontement intense. Le judoka djiboutien, connu pour sa technique et son esprit combatif, a livré une performance courageuse mais n'a pas pu surmonter l'expérience et la stratégie de son adversaire. Malgré cette défaite, Hussein a démontré une détermination inébranlable et une maîtrise impressionnante de son art, le judo, inspirant respect et admiration parmi les spectateurs et les officiels présents, dont Madame Aïcha Garad, qui l'a donc consolé peu après sa défaite. Je voudrais te féliciter, Alex. C'est vrai, il y a des règlements, mais pour ton combat exemplaire, tu n'as pas perdu. Mais c'est les fautes, tu as payé les fautes de ton adversaire. Tu n'as pas été mis par terre, tu as combattu, tu as attaqué. Nous ne comprenons pas le carton rouge, mais en tout cas, félicitations. Vraiment, tu as été à la hauteur de ton adversaire. Félicitations, Alex. Merci. Autre nouvelle sur ce JO de Paris, l'équipe olympique des réfugiés a été célébrée en présence de plusieurs personnalités dont M. Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié, à l'initiative de la création de cette équipe, a souligné les valeurs fondamentales qu'elle symbolise, à savoir l'inclusion, l'égalité et la résilience. En réunissant ces athlètes, cet événement a non seulement célébré les succès sportifs des réfugiés, mais également mis en avant leur capacité à surmonter les difficultés les plus ardues, souvent marquées par la discrimination et l'exclusion. Créée en 2016 lors des Jeux Olympiques de Rio, l'équipe de réfugiés est une initiative du Comité international olympique et du HCR. Cette année, l'équipe olympique et paralympique compte 37 athlètes concourant dans 12 sports différents. Je vous le disais en titre, sous le haut patronage du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le camp Cheikh Ousmane a abrité ce matin une importante cérémonie de fin de formation.
bien, à son arrivée, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et le colonel Wagdi Jama' Moussa, chef de corps du régiment du quartier général. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a effectué la revue des troupes composées exclusivement du piquet d'honneur et des jeunes stagiaires ayant profité de ces formations militaires. La cérémonie a marqué la fin de 3 formations techniques militaires, à savoir les stages CT1, armement petit calibre, APT, le stage CT1, gestion matérielle des armées, GMA, les stages CT1, maintenance, autogénératrice, MAG, et enfin le stage CTI, infrastructure, infra. Ont également pris part à cette cérémonie le sous-chef d'état-major de la défense, le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogouré, et le commandant de l'armée de l'air, ainsi que des responsables de l'armée djiboutienne. Eh bien, la lecture d'un verset du Saint-Coran a débuté avec cette cérémonie et après, le directeur de ressources humaines, le colonel Mohamed Jama' Qayyad, a souligné son discours que cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de notre armée. Voici ses propos. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Si vous permettez, mon général, nous allons à présent passer à la proclamation des résultats d'examen. Mais avant cela, permettez-moi encore une fois d'apporter un peu d'éclairage sur la nature des stages qui ont été suivis, qui portaient essentiellement sur des formations au certificat technique du premier degré. Le nombre de stagiaires inscrits à ces stages est de 92 PAX, des forces, y compris les forces armées djiboutiennes, la garde-côte djiboutienne, la gendarmerie nationale et la garde républicaine. Ces stages sont répartis comme suit. Le stage CT1 armement petit calibre, APC. Le stage CT1 gestion matériel des armées, GMA. Le stage CT1 mécanique autogénératrice, MAG. Et le stage CT1 infrastructure, communément appelé infra. Ces formations lancées sur directive du chef d'état-major général des armées s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation 2023-2024 et ont été réalisées dans un créneau de 8 mois dans l'enceinte de la direction centrale du matériel des CEMAT. L'objectif de cette mise en formation est de rehausser la capacité opérationnelle de notre armée en dotant nos ateliers du potentiel humain pour répondre aux exigences techniques des unités. Mon général, chers invités, il serait judicieux de rappeler aussi que la réussite dans la réalisation de ces formations ont été le fruit de l'étroite collaboration entre la Direction centrale du matériel et la DRH sur le plan de la planification, de l'organisation, de l'élaboration des programmes de formation et de la conduite.
La note éliminatoire pour ce stage étant fixée à 12 sur 20 par le commandement, 84 personnels ont été déclarés reçus sur les 92 personnels qui se sont présentés, soit un taux de réussite de 91,3%. 8 stagiaires sont en situation d'échec. Ensuite, le colonel Mohamed Jama Gayad a prononcé la proclamation des résultats. S'en est suivi les remises de certificats. Mon général, permettez-moi de passer maintenant aux résultats pour ne citer que les 3 premiers de chaque filière, du moins 4 pour les APC. J'appelle à présent les récipiendaires. Pour la filière CT1 MAG, premier, caporal Issé Hussein Moussa. Deuxième, caporal Ali Moussa Youssouf. Troisième, caporal Yahya Habib Abdi. Pour la filière CT1 Afra, deuxième classe Habib Moussa Ali. Sergent Ali Youssouf Mohamed. Caporal Hussein Mohamoud Abdi. Pour la filière CT1 PC, caporal Harbi Abdi Hassan. Caporal chef Abdurrahman Khairé Dabar. Deuxième classe Mohamed Barkhad Mohamed. Caporal Nim'a Mohamoud Roblé. Pour la filière CT1 GMA. Deuxième classe Charmake Ali Ahmed. Deuxième, caporal chef Mahmoud Bourgale. Troisième, caporal Yahya Amir Merale. Le stage de certificat militaire élémentaire est un parcours intensif et exigeant destiné à former et préparer les militaires djiboutiens à servir avec compétence et dévouement pendant 8 mois. Les participants ont suivi une formation complète couvrant une variété de domaines allant des compétences tactiques aux valeurs militaires fondamentales. Eh bien, 83 stagiaires ont été honorés pour avoir surmonté les défis du stage certificat militaire élémentaire avec succès. L'occasion que le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et les hauts responsables de l'armée djiboutienne ont remis aux 3 premiers lauréats leur attestation de réussite. Et en marge de cette cérémonie de fin de formation, comme il est de coutume, l'ensemble des participants ont été conviés à un petit déjeuner. C'est dans une ambiance très conviviale que le groupe folklorique Harbi a conduit la suite de cette cérémonie au rythme des chants et des chorégraphies militaires traditionnelles. Et à présent, donc, suivons un magazine sur le grand format du modèle économique de Djibouti. Dans le vaste échiquier mondial, Djibouti se distingue comme une pièce maîtresse dont l'importance dépasse largement sa taille géographique.
Située à la confluence des routes maritimes cruciales à l'entrée de la mer Rouge et à proximité immédiate du canal de Suez, Djibouti a su capitaliser sur sa position stratégique pour ériger des infrastructures portuaires de pointe devenues la colonne vertébrale de son économie. En courte dynamique se trouvent les architectures portuaires de Djibouti, un véritable pilier économique, géostratégique. Ces installations modernes et diversifiées incarnent l'alliance entre pragmatisme économique et vision géopolitique. En servant de point d'entrée majeur pour les marchandises destinées à l'Afrique de l'Est, Djibouti joue un rôle central dans le commerce régional et international, dans une maritimisation qui s'accélère. Le terminal à conteneurs de Doralé symbolise cette symbiose entre avancées technologiques et stratégies géopolitiques. Capable de traiter plus d'1 million de conteneurs par an, il représente non seulement un exploit logistique, mais aussi un atout géostratégique de premier plan, renforçant le rôle de Djibouti comme hub entre l'Asie et l'Afrique et l'Europe. Les zones franches de Djibouti, telles que la Djibouti Free Trade Zone, sont un autre exemple de cette articulation entre économie et géopolitique. En attirant des entreprises internationales, grâce à des incitations fiscales et des facilités logistiques, ces zones franches créent un microcosme de la mondialisation où se rencontrent les intérêts commerciaux, les stratégies nationales. Elles contribuent à la diversification de l'économie djiboutienne tout en consolidant son rôle de plaque tournante logistique et régionale. L'avenir de Djibouti se dessine à travers une série de projets d'expansion, de modernisation des infrastructures portuaires. Le développement du port polyvalent de Tadjoura et du port minéralier de Goubet témoignent de cette ambition de croissance durable. Ces initiatives visent à augmenter la capacité de traitement des marchandises, à répondre à la demande croissante et à intégrer davantage le pays dans les flux commerciaux mondiaux. Toutefois, cette trajectoire de développement n'est pas sans défi. Le dynamisme géopolitique, les fluctuations économiques mondiales et les impératifs environnementaux sont autant de variables et à considérer. Il n'est pas de secret pour personne que Djibouti navigue habilement entre ces écueils, poursuivant ainsi son ascension. Avec une approche holistique combinant une gestion efficace des ressources et une vision stratégique claire, le pays est en mesure de surmonter les défis de renforcer sa position sur la scène internationale. Les infrastructures portuaires de Djibouti sont bien plus que des structures physiques. Elles sont le cœur battant de l'économie nationale, un modèle de développement et aussi un pivot géostratégique essentiel. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, Djibouti se positionne comme une référence lorsqu'il s'agit des routes maritimes et guidant les flux commerciaux. Sa capacité à s'adapter et à innover a été déterminant pour son futur rôle sur la scène internationale. Par exemple, Djibouti démontre qu'elle n'a rien à prouver. Ses réalisations parlent d'elle-même, consolidant sa place comme modèle économique de référence. Et je vous emmène à Arta avec une formation de 3 jours sur le montage de demandes de subventions à travers les approches analytiques de gestion de cycle de projet et l'approche cadre logique a commencé au Conseil régional de la ville d'Arta. Ce programme de formation a attiré une participation active des divers acteurs clés des organisations de la société civile et de la gouvernance locale. Parmi les participants figure M. Sharmarke Hassan, président du comité de pilotage du projet AIMF-UE et président du conseil régional d'Ali Sabié, Elmebouh Goudade, président du conseil régional d'Arta, Fatouma Kamil, première maire adjointe de la ville de Djibouti. M. Flavion Sassé, assistant technique international de l'institution, et les membres de l'équipe de gestion du projet ont suivi la formation. La société civile et agents territoriaux. Je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir contribuer à cette initiative essentielle pour le renforcement de vos capacités. En effet, la formation des cadres des organisations de la société civile subventionnées et des agents territoriaux s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones. L'objectif général de ce projet est de renforcer la contribution des organisations de la société civile djiboutienne à la gouvernance et au développement local. À titre de rappel, l'appel à proposition de décembre 2022
visant le renforcement de la participation des organisations de la société civile aux politiques et programmes publics locaux a abouti à la sélection de 9 associations de base pour la réalisation de projets de développement en cohérence avec les plans de développement régionaux pour favoriser l'accès aux services essentiels sociaux, aux infrastructures d'utilité publique et à l'emploi productif des populations locales. C'est pourquoi c'est dans ce contexte que s'inscrit le plan de renforcement de capacités qui vise la formation à la fois des cadres des organisations de la société civile subventionnées et agents territoriaux. Il est conçu et mis en œuvre en synergie et en complémentarité avec le programme d'appui à la société civile, le PASOK, également financé par l'Union européenne. Prenons la parole, M. Sharmarke Hassan, président du comité de pilotage du projet et président du conseil régional d'Ali-Sébi, a indiqué que cette initiative soutenue par l'Association internationale des maires francophones, AIMF, est financée par l'Union européenne et elle vise à renforcer les capacités des leaders des organisations de la société civile et des autorités locales djiboutiennes. Voici ses propos. Je me réjouis de l'organisation ce jour du 28 juillet 2024 de la session de formation des organisations de la société civile des agents territoriaux sur le montage des demandes de subventions à travers des approches analytiques de gestion de cycles de projets et approches des cadres logiques. Permettez-moi, en ma qualité de président du comité de pilotage, de saluer votre présence et de vous remercier pour votre engagement en faveur du développement local. En effet, la présente session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association internationale de maires francophones, AIMF. À titre de rappel, le 8, le 9 et le 10 juillet 2024 à Arta, puis le 14 au 16 juillet 2024 à Tadjoura, se sont déroulées les sessions de formation des cadres de la société civile et des agents territoriaux sur le module de formation intitulé « Règles et procédures de gestion des subventions de l'Union européenne ». Le présent atelier fait suite à celui qui s'est tenu à Tadjoura le 21 au 23 juillet 2024 sur les thématiques de la gestion des cycles de projets qui nous réunit ici ce matin à Arta au Conseil régional. C'est le lieu de signaler que les différentes sessions de renforcement de capacités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités qui vise à la formation à la fois dans le cadre des organisations de la société civile, subventionnées et les agents territoriaux. Il est conçu et mis en œuvre en synergie et en complémentarité avec les programmes d'appui à la société civile, PASOK, mais également financés par l'Union européenne. Et pour sa part, le président du conseil régional d'Arta, M. Elmebou Goudaadé, a indiqué que l'objectif de la formation est d'équiper les participants des compétences nécessaires pour élaborer des demandes et subventions solides et convaincantes. La région d'Arta, à l'occasion de la formation de 3 jours, intitulée sur la formation sur le projet de montage, projet avec la méthodologie, avec des experts internationaux qui vont vous donner durant 3 jours dans cette salle. On avait fait il y a 2-3 semaines, dans la même occasion, une autre formation avec Dikil et Paul Aous, Arta, Ali-Sébi. Je crois que durant ces 3 jours, dans la région d'Arta, avec sa fraîcheur et son accueil, vous allez suivre
ces formations dans le calme et dans l'assiduité et qui vous servira dans vos futurs projets. Et l'autre grand format de ce 22 heures porte sur les vacanciers qui, en cette période de grande chaleur, partent en vacances, comme à chaque saison chaude, en quête d'un climat plus doux et pour beaucoup dans le pays limitrophe de la région. Les détails dans cette séquence. Fini les examens scolaires de fin d'année et les résultats sont là depuis peu. Occasion pour de nombreuses familles djiboutiennes de rejoindre plusieurs centaines de leurs compatriotes dans les pays comme Somaliland ou en Éthiopie. Ce qui est particulièrement le cas pour les corps enseignants. Pour voir de près le déroulement de ces voyages d'été, nous nous sommes rendus à la frontière de l'Oyada, point d'entrée de la Somaliland. Une fois toutes les procédures de visa, de sortie et de voyage à l'étranger accomplies, les transporteurs nationaux ont l'autorisation d'emmener les voyageurs au poste frontalier. Ainsi, Hargeisa, Bourma et plus particulièrement Gabilé restent les destinations favorites des Djiboutiens. Pour ce long voyage, seuls les Land Cruiser 4x4 sont capables de prendre le dessus sur ces pistes en partie difficilement praticables. Ces vieux Land Cruiser sont transformés afin que le voyage soit un peu plus confortable. Il n'y a pas de pareil plaisir de voyager à bord d'un 4x4 pour profiter de l'étendue beauté du paysage somalilandais. Généralement, les voyages durent plus longtemps. C'est aussi l'occasion de faire connaissance et partager avec les autres passagers, toujours sur le même fond d'ambiance, celui des vieilles chansons du répertoire somalien. De l'autre côté de l'Éthiopie voisine, le bus qui part du chef-lieu d'Ali Sébié, ville, sont autorisés à déposer les voyageurs dans un premier temps vers le poste frontalier djiboutien de Galilée. Une fois toutes les formalités accomplies du côté de notre frontière, les transporteurs nationaux ont l'autorisation de déposer les voyageurs au poste frontalier éthiopien pour accomplir les mêmes procédures d'entrée avant de prendre les minibus des transporteurs éthiopiens pour le voyage vers la localité jusqu'à la ville de Dire Dawa. Notons qu'une période de 6 années consécutives, les transporteurs djiboutiens n'avaient pas le droit de déposer les voyageurs vacanciers au poste frontalier éthiopien appelé communément Galilée 2. À cette annonce, les vacanciers djiboutiens à destination de Dire Dawa se sont réjouis pleinement de cette décision, facilitant leur voyage. En cette période de forte canicule, voyager en Éthiopie ou en Somaliland reste la meilleure pour échapper à la partie la plus difficile de la saison chaude. Des destinations de choix pour beaucoup de nos compatriotes qui cherchent aussi à se reposer, à se ressourcer afin d'entamer la rentrée avec confiance, tranquillité d'esprit. Et ce vent de Khamsin où la population djiboutienne est confrontée à des conditions climatiques extrêmes avec l'arrivée de ce vent Khamsin, ce vent chaud, sec, originaire du Sahara, traverse la mer Rouge pour atteindre la Corne de l'Afrique, apportant des températures parfois étouffantes et des conditions difficiles. Le Khamsin souffle actuellement sur Djibouti, apportant des températures parfois supérieures à 40 degrés Celsius et une humidité quasi nulle. Les autorités mettent en garde contre les risques accrus de déshydratation et d'incendie. Ces vents de Khamsin transportent également de grandes quantités de sable et de poussière qui peuvent réduire considérablement la visibilité sur les routes. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, Boko Haram au Nigeria, où 125 membres de ce groupe sont condamnés pour terrorisme. La justice nigériane a condamné ces 125 militants et financiers du groupe Boko Haram. Ils ont été reconnus coupables d'accusations liées au terrorisme et à son financement. Autre, c'était donc lors d'un procès de masse. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.